Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce numéro spécial d'Observe Actu TV. L'histoire avance parfois par secousses lentes et parfois par rupture brutale. Depuis octobre 2023, le Proche-Orient est le théâtre d'un bouleversement qui dépasse les frontières géographiques de la bande de Gaza. Pour de nombreux observateurs, nous n'assistons pas seulement à un conflit régional de plus, mais au basculement d'un ordre mondial né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Les notions de droit international, d'humanisme universel et de justice multilatérale semblent s'effondrer sous le poids d'une impunité systémique. C'est le constat d'une faillite morale globale où le Sud et le Nord ne se parlent plus, mais se regardent avec une méfiance grandissante. Pour disséquer ce séisme civilisationnel, nous recevons un homme dont la parole est aussi rare que précise, ancien officier de carrière au sein de l'armée tunisienne. Diplômé de l'école militaire, il connaît la grammaire de la guerre et les rapports de force stratégiques. Mais son nom est aussi indissociable de l'histoire politique de la Tunisie. Il fut l'une des figures de proue des officiers injustement incarcérés et torturés dans le fameux complot d'État de Barakat et Sahel sous le régime de Ben Ali. Réhabilité après la Révolution, il a troqué l'uniforme pour la plume de l'essayiste sans concession, publiant plusieurs ouvrages remarqués sur les dynamiques du monde arabo-musulman. Sami Kourda, bonjour et merci infiniment d'être avec nous. Bonjour madame, je suis très heureux de pouvoir vous parler. Enchanté, nous sommes tous très heureux aussi de pouvoir vous accueillir. Donc, vous publiez en ce début d'année 2026 aux éditions Arabesque un livre qui résonne comme un cri d'alarme et un réquisitoire implacable. Son titre, Periculum Mortis, menace existentielle contre l'humanité, un pamphlet dense, écrit à l'encre de la colère intellectuelle qui pose une question vertigineuse. L'humanité a-t-elle franchi le point de non-retour de son autodestruction morale? Commençons par ce que vous décrivez comme le point de bascule. Dans votre ouvrage, vous refusez de voir la tragédie de Gaza comme un événement isolé. Vous la comparez par sa portée symbolique et géopolitique au bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. Pour vous, il y a un avant et un après Gaza, marquant l'acte de décès définitif du droit international. Ma première question, en tant qu'ancien militaire, qu'est-ce qui, dans la conduite de cette guerre et la réaction internationale, vous fait dire que nous avons changé d'époque sur le plan stratégique? Oui, c'est terrible ce que vous venez de dire, parce que c'est vrai, et ce que j'ai écrit dessus, et toutes les fois que je pense, j'arrive pas à croire que ce que j'ai écrit est vrai, et pourtant chaque jour qui passe, et ça se confirme de plus en plus. Le point de bascule, ça a commencé avec le 7 octobre, lors de l'attaque du Hamas contre Israël. Mais il constitue aussi un moment de rupture, comparable sur le plan politique et moral à différents autres traumatismes historiques majeurs. Vous avez évoqué Hiroshima, Nagasaki, effectivement. Ce sont les points les plus horribles de l'histoire de l'humanité, abstraction faite de leurs conséquences, du fait qu'ils soient des conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Mais ceci n'empêche pas qu'il ne marque pas l'acte de décès du droit international. Du moins, pas encore. Enfin, je ne fais pas dans les Cassandres, mais tels sont les faits, alarmistes au possible. Il est vrai que la violence déclenchée impunément par Israël y est sans précédent. Le comble, c'est avec la compréhension active de certaines puissances. Ensuite, elle est diffusée en temps réel sous les yeux du monde entier, avec un cynisme inouï et avec la complicité active assumée des principales puissances occidentales, en l'occurrence les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. 6 puissances qui sont les premières responsables de tout ce chaos dans cette partie du monde. Et un jour probable responsable direct ou non de l'apocalypse. Pour la première fois, une part importante de l'opinion publique mondiale assiste à une contradiction flagrante entre les principes proclamés du droit international et leur application concrète. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elle acte la mort du droit international, mais il n'en demeure pas moins qu'elle met incontestablement en évidence
une crise profonde de la légitimité de son universalité. Alors, vous parlez d'un effondrement des institutions multilatérales. Les Nations Unies ou la Cour internationale de justice ont pourtant multiplié les résolutions et les avertissements. Pourquoi considérez-vous que ces outils sont désormais obsolètes ou caducs? Non, je n'irai pas jusqu'à dire ça, non. L'ONU et la Cour internationale de justice ne sont pas devenues inutiles, encore moins obsolètes. Il n'y a pas d'obsolescence. Elles révèlent surtout leurs limites structurelles. Elles deviennent inopérantes lorsqu'il s'agit des puissances nucléaires occidentales, mais surtout lorsqu'il s'agit des États-Unis et d'Israël. Elles ont été conçues pour un monde où les grandes puissances acceptaient certaines contraintes. Or, lorsqu'une puissance ou ses alliés décident de s'affranchir de ces contraintes, les institutions ne disposent pas de moyens coercitifs suffisants. Le problème n'est pas seulement juridique, il est fondamentalement moral, politique et moral. Or, que vaut l'éthique politique universelle face au cynisme politique et diplomatique des puissances? Il faut savoir assumer cette situation géopolitique nouvelle, créée par la politique israélo-américaine, il faut le reconnaître, ces dernières années, et qui constitue un précédent extrêmement dangereux, à mon sens, mais auquel il faudrait savoir faire front. L'Iran semble tracer un chemin bien spécifique et conforme à sa culture religieuse et à son histoire. La Turquie et le Pakistan, chacun à sa manière, semblent aussi suivre une voie parallèle aux grandes dames, il faut le dire, d'Israël, qui commencent à donner des signes d'énervement et donc de désarroi. Mais pas de peur, non. Mais pas de faiblesse, bien au contraire. Voilà où en est la situation aujourd'hui. Mais si le droit international n'est plus qu'une illusion, comme vous le soutenez, qu'est-ce qui le remplace concrètement aujourd'hui sur l'échiquier mondial? Ne risque-t-on pas d'entrer dans une ère d'anarchie militaire pure où la seule loi qui vaille est celle du plus fort, sans aucun garde-fou éthique? Là aussi, madame, oui, vous poussez un peu trop la réflexion. Oui, vous êtes encore plus pessimiste que moi, apparemment, lorsque je dis ça. Je commence de façon un peu plus pour titiller. Vous avez raison. Ce n'est pas de l'alarmisme. On est dans une situation quasi apocalyptique. Oui. Je ne fais pas dans les Cassandres. C'est vrai, vous avez parfaitement raison. Mais je ne suis pas arrivé à ce stade. Ce qui remplace progressivement le droit international aujourd'hui, c'est la loi du plus fort, qu'on le veuille ou pas. Et la politique du fait accompli. Avec Israël, c'est comme ça. Je suis le plus fort, et c'est la politique du fait accompli, que vous le vouliez ou pas. Et il a les moyens, il a les leviers. Bon. C'est l'anarchie politico-militaire organisée, par-delà les oxymores, les maquillages verbaux et les artifices justificatifs, qui ne trompent plus personne. Israël, sous la direction, bien sûr, de son actuel gouvernement religieux, extrémiste, n'y recourt d'ailleurs même plus, préférant afficher ouvertement ses intentions, conformément à l'idéologie religieuse, messianique, suprémaciste et génocidaire, conformément à l'idéologie religieuse proclamée par un certain rabbin, Meir Karan, auquel se réclame tout le gouvernement actuel. Et même les États-Unis, ce qui est invraisemblable aujourd'hui, même les États-Unis, sous l'actuelle administration Trump, lui a emboîté le pas dans le cynisme le plus outrancier. Lorsque le droit perd son autorité, ce sont les rapports de force qui reprennent le dessus, qui reprennent une autre forme de droit. Nous observons déjà le retour d'une logique de puissance, coalition militaire, sanctions unilatérales, guerre par procuration. Cependant, l'histoire montre qu'une période de désordre débouche souvent sur la création de nouvelles règles. Qu'on le veuille ou pas, la vraie question est donc de savoir qui écrira les règles du monde de demain et de quel type de règles. Et encore, est-ce que nous serons demain prêts à pouvoir nous confronter à ces règles et les remettre en cause ou les suivre en notre faveur? Alors, venons-en au cœur de votre réquisitoire, l'attitude des puissances occidentales.
Le titre de l'un de vos chapitres est particulièrement évocateur, les rituels des mensonges. Vous y analysez le double standard occidental et la construction d'un récit médiatico-diplomatique qui, selon vous, a fini par aliéner définitivement le reste de la planète. Vous accusez l'Occident non pas de passivité, mais de complicité morale et structurelle. Quels sont, selon vous, de votre analyse, les ressorts profonds de cet alignement aveugle des capitales occidentales? Est-ce de la réelle politique ou y voyez-vous des motifs plus idéologiques, ce que vous nommez l'hubris messianique? Oui, surtout l'hubris messianique. Oui, on a le vif et amer sentiment de ce côté-ci de la Méditerranée. Non, je ne parle pas en tant que Tunisien. Il faut prendre la situation globale. Tout le sud de la Méditerranée, jusqu'à, peut-être même, je pousserai jusqu'à l'Indonésie. Hein. On a le vif et amer sentiment que le comportement occidental, notamment des principales puissances, États-Unis, Grande-Bretagne, France, se réduit, et non sans raison, à un véritable complot. Je mesure mes mots, madame. Et à une longue stratégie de pure hypocrisie pour leur alignement aveugle et sans limite à Israël. Le tout pour mieux cautionner et couvrir l'appui sans limite apporté aux crimes les plus abominables et les plus inhumains depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, perpétrés par Israël. Et les prémices, d'ailleurs, ont débuté à partir de 1917. Bon. Nous sommes donc face à une combinaison de réel politique, je l'accepte, d'intérêts géopolitiques et géostratégiques, je l'avoue, d'alliances historiques et parfois d'une conviction à deux vitesses, d'incarner certaines valeurs universelles. Le problème apparaît lorsque ces valeurs sont appliquées de manière sélective. Cette sélectivité alimente aujourd'hui les accusations de double standard et nourrit chez certains acteurs et certains courants de pensée dans le monde arabe et musulman des doutes quant au caractère véritablement universel de ces valeurs. Plus grave encore, celles-ci, ces valeurs, se trouvent malmenées, dénaturées, excusez-moi les expressions, voire ouvertement bafouées, déflorées et violées par qui? Par certains gouvernants de ces mêmes pays qui les ont conçus, promus et érigés en principe universel depuis la Révolution française de 89. Voilà ce qui est douloureux, qui nous fait de la peine, il faut le dire. D'où cette impression frustrante, sidérante et tétanisante d'une hubris déchaînée sur nos pays et nos mondes. Voilà, madame. Alors, excusez-moi, ces termes un peu excessifs. Suffisamment explicite, en tous les cas, pour être entendu. Un mot sur la guerre des mots, justement. Vous consacrez de longues pages au biais des grands médias. Comment la rhétorique a-t-elle été utilisée, selon vous, pour déshumaniser une partie des victimes et légitimer l'inacceptable aux yeux des opinions publiques occidentales? Voilà, alors qu'en Israël, on pratique la rhétorique de l'hyperdramatisation de la pseudo-menace existentielle. En miroir, en fait, venant de tous les pays environnants, et bien plus loin jusqu'à menacer certains États. Parmi ses plus fidèles appuis et soutiens, pour avoir osé sciemment condamner du bout des lèvres sa politique hégémonique et purificatrice ethnique, voire génocidaire. Donc, devant cette situation, de cette rhétorique d'hyperdramatisation, quelle posture intellectuelle et médiatique adoptons-nous, nous, pays des mondes arabes et mondes musulmans? Je n'aime pas employer le monde arabo-musulman. Il y a une dichotomie, monde arabe et monde musulman, pour relever le défi de la véritable menace existentielle qui nous touche directement. Il y a un constat, à la fois frustrant et désabusé. J'emploie assez souvent le mot frustrant, n'est-ce pas? Concernant la manière dont l'Occident, et notamment les médias des principales puissances occidentales, appréhendent le drame qui se joue sous nos yeux depuis plus d'un siècle et qui ne cesse de s'intensifier dans une dramaturgie que j'ai qualifiée des plus échiléennes. La Palestine, les territoires occupés, Jérusalem, Al-Quds, et maintenant le Liban, la Syrie, et j'en passe. Bon. Le langage est devenu un champ de bataille. Les mots déterminent la perception morale des événements. Selon les contextes, certains événements et certaines crises sont individualisés et humanisés. Tout dépend des gens.
Tandis que d'autres, elles sont déshumanisées, quand cela nous concerne, notamment cette partie du monde. Elles deviennent des sources d'apocalypse, car venant de régions comme les nôtres. Cette asymétrie narrative influence profondément les opinions publiques et alimente la défiance envers les grands médias traditionnels. Nous sommes aujourd'hui, il faut le dire, confrontés à des courants de pensée et des idéologies anti-humanistes qu'on ne soupçonnait pas avant la chute du mur de Berlin en 89. Ça n'existait pas. Mais à partir de cette date, il y a eu comme une libération de tous les démons enfouis au fond du subconscient de certains médias, qui ont pu se donner libre cours au nom de la liberté d'expression, selon leur vision, et à commencer par la défense de ce qu'on a appelé pendant un certain temps, et je le dis sans rire, hein, l'avant-poste occidental au Moyen-Orient, la seule démocratie privilégiée de la région, et ainsi de suite. C'est sans rire. Avec tout ce que cela a impliqué en termes d'interventionnisme, de massacre, d'occupation, et avec en arrière-plan, qui rigole qui, le principal marionnettiste de tout ce pandémonium et le principal bénéficiaire. Oui, madame, les mots pèsent d'un poids énorme, décisif, mais dans l'orientation des positions politiques, géopolitiques et géostratégiques. Le divorce entre le Sud global et l'Occident semble consommé dans votre livre, mais cet Occident que vous critiquez est lui-même fracturé avec des opinions publiques, notamment la jeunesse, qui manifestent massivement. Ne nuancez-vous pas votre propos en distinguant les élites politiques occidentales de leur peuple qui refusent parfois cette passivité? Mais oui, madame, tout à fait. D'ailleurs, je ne me rappelle pas avoir créé une fracture entre le Sud global, bien que le mot global, Sud global, ça donne une entité, c'est pas tellement clair. Mais il est vrai qu'il y a une rupture morale, mentale, mais pas intellectuelle. La preuve que je cause en français avec la langue de Molière et je pourrais causer avec la langue de Shakespeare. Il n'empêche. Donc, il n'y a pas de divorce entre le Sud global, ou certaines de ses parties du moins, et les élites occidentales. Bien au contraire. Car parmi ces élites, il y a celles qui ont su garder la tête froide pour observer l'évolution du monde, et notamment dans ces régions les plus sensibles, les plus dangereuses, et ont osé prendre des positions non conformistes, voire, j'irais jusqu'à dire, non moutonnières. On le constate aujourd'hui, partout en Occident, et particulièrement aux États-Unis. Le clivage le plus intéressant aujourd'hui oppose plus l'Occident au reste du monde, n'oppose plutôt pas l'Occident au reste du monde, mais surtout l'Occident aux élites dirigeantes de leur propre société. Dans de nombreux pays occidentaux, notamment chez les jeunes générations, on observe une remise en cause des récits géopolitiques traditionnels et des tabous historiques, et pas seulement. Cette évolution pourra avoir des conséquences politiques majeures dans les années à venir. Personnellement, je le souhaite. Un exemple intéressant qui attire l'attention, le changement de position d'un cas particulier, mais très influent, d'un grand journaliste de Fox News, Tucker Carlson, voilà, dont on connaît la ligne éditoriale, un extrême droitiste fanatique, l'un des soutiens les plus fervents de Trump lors de ses élections et de ses campagnes électorales. Puis, quand il s'est aperçu pour qui Trump, une fois devenu président, pour qui il roulait, et son entourage le plus proche avec qui il travaillait, il a radicalement rompu avec Trump pour devenir son plus farouche adversaire et le plus virulent ennemi d'Israël, en dénonçant systématiquement son entrisme. Ce sont les mots qu'il utilise. Il faut le voir. Tucker Carlson, il a 3 grandes pages sur Facebook. Et donc, il dénonce l'entrisme d'Israël dans toutes les sphères des institutions américaines, y compris les sphères les plus sensibles. Imaginez cela. Tucker Carlson, c'est un cas typique de cette façon, de ce changement, je ne dirais pas radical, mais de cette évolution de l'état d'esprit en Occident. Et c'est tant mieux, madame. Voilà.
Alors, votre critique ne s'arrête pas aux frontières de l'Europe ou des États-Unis. Dans Periculum Mortis, vous posez un regard extrêmement sévère et lucide sur le monde arabe et musulman. Vous refusez le piège de la victimisation stérile et vous dénoncez ce que vous appelez une résilience passive, une forme de torpeur face au drame qui se joue à ses portes. Vous égratignez durement l'impuissance, voire la complaisance de certains régimes arabes. Comment expliquez-vous cette paralysie stratégique du monde arabe alors que ses propres intérêts de sécurité nationale sont menacés à long terme? Voilà, d'abord, je préfère plutôt au terme réveil du monde arabe, je préfère celui de sursaut, de survie du monde arabe. Le réveil est un terme qui a été tellement usé, abusé, bradé, galvaudé, tellement piétiné depuis les débuts des années 20 du siècle dernier, dont on connaît aujourd'hui les résultats. L'ère n'est plus au réveil, on est déjà assez comme ça, mais plutôt au sursaut existentiel. Je reprends toujours ce terme existentiel, parce qu'Israël utilise comme leitmotiv mais mensonger. Donc, oui, il y a un refus de la victimisation stérile, comme vous dites. On est toujours dans la posture de l'éternelle victime de l'incompréhension de l'Occident et de la martyrisation infligée par sa principale créature au Moyen-Orient, c'est-à-dire Israël. On est toujours et encore dans ce que j'ai appelé la résilience passive, à défaut d'être dynamique, libératrice et surtout dissuasive. La dénonciation des injustices est nécessaire, certes, mais ne peut constituer à elle seule une stratégie. Donc, depuis des décennies, les mondes arabes et musulmans, et particulièrement arabes, souffrent d'un déficit de projection stratégique, d'intégration économique et de coopération sécuritaire globale, efficiente et, je répète encore une fois, et surtout dissuasive. L'indignation permanente ne remplace ni la puissance, ni l'organisation, ni la vision. Je pense qu'il est grand temps de dépasser ce sentiment quasi masochiste de victimisation permanente et de se ressaisir et de prendre notre destin en main plutôt que pour certains de le laisser entre les mains des puissances complices du principal ennemi de l'humanité et notre ennemi systématique de nos mondes. Le sous-titre de votre livre évoque une menace existentielle contre l'humanité. En quoi le monde arabo-musulman est-il en première ligne menacé d'effondrement culturel ou politique s'il ne parvient pas à formuler une réponse collective? Oui, nous vivons une véritable menace existentielle permanente, madame. Qu'on le veuille. Il suffit de retourner au discours et aux déclarations de nombreux ministres et hommes politiques israéliens, extrémistes, qui rivalisent de haine et de formes de posture d'anéantissement de certaines de nos contrées. Ils le disent, ils ne s'en cachent pas, bien au contraire. Et certains hommes politiques américains, sous leur emprise, surenchérissent. Nous sommes confrontés à des défis existentiels terrifiants. On a beau dire, on regarde la télévision, on voit les matchs de foot et on dort sur nos lauriers. Or, Israël pense d'une autre manière. Israël a toujours une vision proactive d'un demi-siècle à un siècle en avance, sur le monde entier, et à commencer par les peuples de la région. Donc, nous sommes confrontés à des défis existentiels terrifiants qui engagent le destin de nos nations et mettent en péril l'avenir de nos futures générations. Le danger principal n'est pas seulement militaire, il est aussi éducatif, technologique, culturel, institutionnel. Les nations qui fondent leur destin sur la puissance d'une autre nation, je le répète, se prostituent. Et un jour, elles seront jetées dans la poubelle des nations usées et abusées, comme ce qu'on est en train de vivre. Exemple typique, j'ose le dire, certains États du Golfe. Que s'est-il passé lorsque Israël a déclenché cette guerre? Parce que c'est Israël qui a déclenché cette guerre. Les États-Unis ont été obligés de suivre. La guerre qui a été lancée après les événements de Gaza sont des cas uniques dans l'histoire universelle, depuis le commencement de l'humanité. Les États-Unis, censés protéger certaines de ces monarchies, les ont utilisées comme base d'attaque. Pour qui? Pour la protection d'Israël. Et on connaît la suite, inutile d'en débattre. Les nations qui ne produisent plus suffisamment de savoir, et Dieu sait ce que le mot savoir veut dire aujourd'hui, de technologie ou d'influence, finissent par subir les décisions des autres. Le véritable enjeu est donc celui de la souveraineté intellectuelle, scientifique, technologique autant que politique.
Au vu de cette secousse tellurique de magnitude 10 sur l'échelle maximale de Gaza, excusez cette nouvelle expression, dans l'esprit de tous nos peuples arabes et musulmans, la situation enclenchée après le 7 octobre dans tout le Moyen-Orient et au-delà semble avoir bouleversé toutes les données et tous les pronostics. Par conséquent, on est loin d'un effondrement culturel et politique, bien au contraire. En tant qu'analyste et ancien officier, quel devrait être le logiciel de ce sursaut que vous appelez de vos voeux? S'agit-il d'une rupture diplomatique, d'une réorganisation économique à l'échelle régionale ou d'une refonte complète de la pensée politique arabe contemporaine? La priorité n'est pas l'unité rhétorique, mais l'efficacité dynamique, audacieuse et créatrice. Cela suppose une réforme profonde des systèmes éducatifs, une intégration économique régionale plus ambitieuse, des investissements massifs, et on a les moyens, dans la recherche scientifique, technologique, et aujourd'hui de l'intelligence artificielle, on en parle quotidiennement, et une gouvernance plus performante. Le sursaut ne viendra pas des slogans, mais des institutions et une refonte de tout un mental, du moins pour certaines parties de notre monde arabe et musulman. La Tunisie, par exemple, les autres pays du Maghreb n'ont rien à voir avec l'état d'esprit qui prévaut dans certaines parties du Moyen-Orient et du Golfe. Je peux me la mettre, c'est une conception personnelle et c'est une analyse personnelle. Donc, j'ai l'impression que nous, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans certaines parties du Moyen-Orient. Comme l'Afghanistan, par exemple, par rapport au mental et à l'éducation en Turquie, ou bien le Pakistan et l'Indonésie ou la Malaisie. C'est à ces disparités, à ces décalages mentaux et intellectuels qu'il conviendrait de remédier à l'avenir afin de parvenir un jour à être crédible. Et partant, je le répète, dissuasif. Nous sommes sous la menace constante d'un déclenchement nucléaire. Et personne n'arrêtera Israël. Car Israël veille et attend la moindre faille pour s'y engouffrer. Comme il le fait actuellement, avec une redoutable efficacité, conformément à sa vision idéologique, religieuse, des relations humaines. Heureusement, je ne dis pas que je suis optimiste, mais heureusement, les esprits bougent, quitte à laisser, à payer le prix. L'Iran, la Turquie peut-être un jour, le Pakistan dispose d'armes nucléaires, ceci n'empêchera pas Israël, mais nous sommes dans cette optique et dans cette lecture des événements. Voilà. Une dernière question, Sami Kouroda. Pour ouvrir une perspective sur l'avenir, votre livre pose un diagnostic d'une lucidité glaciale sur l'effondrement des valeurs actuelles, mais l'histoire montre aussi que les grands effondrements sont souvent les précurseurs de nouvelles renaissances ou de basculements tectoniques de la puissance globale. Si nous nous projetons à l'horizon des 10 ou 20 prochaines années, quel monde voyez-vous émerger des décombres de cet ordre ancien? Assistons-nous, selon le stratège que vous êtes, à l'émergence inéluctable d'un monde multipolaire mené par le Sud global et de nouvelles alliances comme les BRICS? Ou craignez-vous que nous glissions irréversiblement vers un morcellement violent, une sorte de chacun pour soi planétaire où la force brute sera l'unique boussole des nations? Vous me faites un grand honneur en me qualifiant de stratège. Je ne suis pas stratège, mais j'ai étudié comme tout bon militaire d'un certain niveau, et par la suite, j'ai étudié bien de penseurs militaires. Donc, oui, je pense que nous assistons déjà à l'émergence d'un monde multipolaire. Des acteurs comme les BRICS, les puissances asiatiques, les États du Golfe, quoique, avec cette guerre, ils ont démontré leur fragilité et leurs limites, voire certaines nations africaines qui cherchent à accroître leur autonomie stratégique. Toutefois, la multipolarité ne garantit ni la stabilité ni la justice. Elle peut tout aussi bien conduire à une compétition accrue entre blocs, ou plutôt entre pays puissants et pays moins puissants, pour être dans l'ordre des idées réelles. À l'horizon des 20 prochaines années, le scénario le plus probable n'est ni l'hégémonie occidentale, ni l'effondrement total de l'ordre mondial. Nous nous dirigeons plutôt vers, comme vous l'avez dit, un monde fragmenté, oui, composé de plusieurs centres de puissances concurrentes. Le défi sera alors de reconstruire un minimum de règles communes
afin que la rivalité entre puissances ne dégénère pas en confrontation permanente. D'autant plus que, avec ce qui se passe aujourd'hui, et après le 7 octobre 2023, de nouvelles puissances émergentes sont en train de naître. La question est donc de savoir qui dominera le monde demain, et comment, et quel type d'ordre international sera capable de survivre aux crises du XXIe siècle. Israël sera en tête de liste. Il faut le reconnaître. Comment réagir? Comment aborder ce problème? Au rythme actuel des évolutions, si aucune limite n'est apportée à la surenchère de la politique israélienne, d'hégémonie au Moyen-Orient, certains évoquant ouvertement l'idée du Grand Israël. Vous savez, madame, ce que c'est que le Grand Israël? C'est l'occupation d'une partie de l'Égypte, la Syrie, une partie de l'Irak, et on remonte vers la Turquie. C'est invraisemblable, mais c'est planifié. Israël planifie ses opérations 10, 20, 30 ans à l'avance. C'est planifié. Et maintenant, on en parle. Et on cherche des prétextes. Donc, certains évoquant, l'idée de Grand Israël, qui a été évoquée dans le livre du rabbin Meir Kahan, avec le soutien de certaines figures politiques américaines et de l'ambassadeur des États-Unis à Israël, le Kirby, il s'appelle. Et si aucune régulation effective n'est exercée sur les institutions et les centres de décision dans plusieurs puissances occidentales, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, j'oserais dire largement infiltrés par les Sayanim et les agents du Mossad, alors la vision hégémonique portée par certains courants religieux israéliens se réclamant ouvertement des idées du rabbin Meir Kahan pourrait finir par s'imposer. Toute la question, tout l'enjeu pour nous demeure alors de savoir si nous serons au rendez-vous de manière dissuasive, voire persuasive, pour contrer efficacement et de façon dissuasive, voire persuasive, cette menace existentielle. Voilà, madame. Et qu'est-ce qu'on peut, pour conclusion, sur un ton plus positif, proposer au peuple qui manifeste un peu partout? C'est quoi l'objet de notre mobilisation, madame? Ils sont dans le vrai. Ils sont dans le vrai, ils sont dans le juste. Il faut nous encourager pour leur dire l'apocalypse va venir par cet État que leur pays a créé. Et que cet État qu'ils ont dans le gouvernement de la 4e République en France a muni, a octroyé les moyens de disposer de l'arme nucléaire. Donc, à cette nouvelle génération, il faut leur dire réveillez-vous, faites attention, le monde est menacé. Ce pays est en train de se diriger vers quelque chose de catastrophique. Même les courants les plus modérés israéliens commencent à avoir peur de leurs dirigeants et de la nouvelle optique politique israélienne. Voilà, madame. Au terme de ces analyses, le tableau que nous peint Sami Kourda dans Periculum Mortis est d'une gravité absolue, mais l'utilité d'un cri d'alarme, c'est précisément d'éviter que le pire ne survienne. En refermant ce livre, on comprend que la crise actuelle n'est pas seulement géopolitique, elle est métaphysique, elle interroge notre capacité commune à maintenir vivante l'idée même d'humanité. Sami Kourda, merci infiniment d'avoir partagé vos analyses sur notre plateau. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Periculum Mortis, menace existentielle contre l'humanité, disponible aux éditions Arabesque, un texte indispensable pour comprendre les failles sismiques de notre monde en 2026. Quant à vous, fidèles téléspectateurs d'Observe-Actu, merci pour votre attention. Restez connectés pour la suite de nos programmes. À très bientôt. Merci infiniment, Sami Kourda. Au plaisir d'échanger à nouveau. Merci bien, madame. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.